Bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième journée de l'édition 2021 du Printemps de l'économie, pour une session qui est en fait organisée en deux sous-sessions autour des sujets de transition écologique et de climat, intitulée « Transition écologique, questions climatiques, l'affaire de tous ». Alors moi j'ai en charge d'animer la première table ronde de cette session sur un sujet, réduire le bilan carbone, comment mobiliser tous les acteurs. Sujet que, étant donné la composition du panel autour de moi, nous allons un peu préciser quelle peut être la contribution de la finance à la réduction du bilan carbone de tous. Voilà. Une petite précision d'ordre logistique pour commencer. Pour des raisons notamment sanitaires, il ne sera pas possible de faire passer un micro dans la salle. En revanche, pour les gens présents dans la salle, comme pour ceux qui nous suivent à distance, il est tout à fait possible et même vivement recommandé de poser des questions. Vous avez pour ça plusieurs manières de procéder, soit en allant sur le site printemps-de-l'écho.fr, soit sur Twitter ou sur YouTube avec le hashtag Printemps de l'écho. Et donc nous garderons une petite dizaine de minutes en fin de table ronde pour prendre certaines questions et tenter d'y répondre. Alors, j'ai présenté les différents intervenants qui m'entourent ce matin. Monsieur Philippe Brassac, directeur général du groupe Crédit Agricole. Corinne Lepage, vous êtes, je pense, bien connue du public, mais néanmoins, je précise, avocate spécialisée en droit de l'environnement au cabinet Huglot Lepage Avocat, ancienne ministre de l'Environnement. Et la liste serait encore longue, je fais court, vous avez bien d'autres casquettes. Pas seulement. Robert Ophel, vous êtes président de l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers. Et Christian Depertuis, professeur, ici même, à l'Université Paris-Dauphine PSL. Vous êtes fondateur de la chaire économie du climat et je crois que vous êtes venu accompagner certains de vos étudiants, donc bienvenue à eux. Et je suis Dominique Pialot, donc journaliste spécialisée sur les sujets de climat et de transition écologique depuis une quinzaine d'années, sujet que j'ai notamment suivi pour la Tribune pendant plus de 10 ans. Voilà. Alors, le sujet d'aujourd'hui, donc, comme je disais, c'est autour de la finance et de sa contribution à la transition vers une économie décarbonée. Je laisserai de brillants intervenants le rappeler mieux que moi, mais pour faire un très très bref résumé, il me semble que c'est un sujet dont on a beaucoup plus entendu parler depuis un peu avant la dernière, enfin la COP21, qui n'est pas la dernière, mais la dernière qui s'est tenue à Paris et la dernière qui a été quand même assez fondatrice, notamment de l'implication des acteurs économiques, dont la finance. Il y a eu un fameux discours de McCartney, qui était gouverneur de la Banque d'Angleterre et président du Conseil de stabilité, sur la tragédie des horizons qui a un peu marqué l'éruption, on va dire, de la finance, ou la prise de conscience, je ne sais pas comment il faut dire, de la finance par rapport au sujet climat. Il y a eu plusieurs Climate Finance Days qui se sont succédés depuis, avec chaque fois des engagements plus, en tout cas en apparence, plus importants, plus puissants de la part du monde de la finance. On nous annonce déjà que la COP26, qui se tient début novembre à Glasgow, va être marquée par de fortes annonces, encore une fois, du monde financier. La place de Paris, en tant que telle, a des grandes ambitions sur la finance verte, qui ont été d'ailleurs un peu stimulées par le Brexit. On va peut-être pouvoir en dire un mot, de savoir comment on se positionne aujourd'hui. Néanmoins, la finance en général et les banques en particulier restent sous le feu des critiques, en particulier des ONG, mais pas seulement, pour des actions qui sont jugées trop lentes, pas assez ambitieuses, au regard de la situation et de l'urgence climatique. Donc on va essayer de se faire une idée de ce qui se fait déjà, ce qui pourrait se faire de plus, qu'est-ce qui est prévu dans les prochains mois, qu'est-ce qui bloque le cas échéant. Et je vais passer la parole pour commencer à Christian Depertuis pour faire un petit
topo de la situation actuelle sur le plan climatique et puis aussi de la mobilisation des acteurs que je mentionnais. Bien, bonjour à tous. Ce matin, l'Agence internationale de l'énergie vient de donner ses dernières Global Energy Outlook. Et on voit que dans les scénarios où on fait ce qu'on a dit qu'on ferait, on n'est pas dans les clous de la neutralité carbone pour le secteur énergétique en 2050. Ça reflète assez bien, je crois, la situation dans laquelle on est. Le 6e rapport du GIEC pour le premier groupe de travail nous rappelle que si nous voulons avoir la moindre chance de limiter les émissions à 2 degrés d'ici la fin du siècle, il faut viser la neutralité climat au plus tard vers 2050. La neutralité climat, ça signifie que le flux brut des émissions dans le monde est au plus égal au flux qui sort de l'atmosphère, à savoir le CO2 qui est capté par les puits de carbone et les autres gaz à effet de serre en fin de vie. Pour atteindre, et donc pour stabiliser le stock, tant qu'on n'a pas stabilisé le stock de gaz à effet de serre, le réchauffement continue. Pour stabiliser ce stock, pour arriver à la neutralité carbone, nos sociétés doivent opérer 2 grandes transitions. La transition énergétique. Ça concerne 70% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, le CO2, qui est lié à l'usage de 3 produits, le charbon, le pétrole et le gaz. Cette transition énergétique, on voit tous qu'elle s'accélère autour de nous. Et c'est la première condition pour pouvoir atteindre ou viser cette neutralité carbone, accélérer cette transition énergétique, qui signifie que nous devons à la fois investir dans des sources d'énergie décarbonées, dans l'efficacité énergétique, dans la sobriété énergétique, mais aussi désinvestir de tous les actifs qui sont liés à l'usage des fossiles. Et c'est par ce double mouvement d'investissement-désinvestissement qu'on peut viser la neutralité carbone pour le secteur énergétique. La deuxième jambe de la neutralité carbone, c'est tout ce que j'appelle le carbone vivant, et je suis ravi que le terme agricole soit encore au bout de votre sigle. Ça concerne principalement le CO2 qui est lié à l'usage des terres, la déforestation, et les 2 gaz, méthane et N2O, qui sont à l'origine pour lesquels la première source d'émission, c'est l'agriculture et le traitement des déchets en fin de cycle de vie pour l'agriculture. Ça, c'est 25% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Ce deuxième volet, méthane agricole, N2O, puits de carbone, je crois qu'on est beaucoup moins avancé que sur la transition énergétique. Et il ne faut pas l'oublier, lorsque le titre de notre séance s'appelle « Abaisser le bilan carbone ». Et là, je suis heureux qu'on ait des financiers, parce que vous savez tous, vous les financiers, que souvent le risque, c'est le hors-bilan, hein, ou c'est ce qu'on voit mal dans le bilan. Hein. On a bien régulé les banques, et puis on s'aperçoit que vous avez des no-banques qui on pensait avoir régulé les risques, et puis il y a des risques systémiques qui ne sont pas dans le bilan. Bon, donc je crois que l'important, c'est que le bilan, il couvre tout. Ça veut dire que pour le CO2 lié à l'énergie, il faut bien tout couvrir. Et il faut également couvrir toutes les sources d'émissions hors CO2 énergétique, le méthane. Donc ça, ce point est très important. Je termine peut-être, si j'ai encore 2 minutes, pas plus, je pense. Oui. Oui, ça, je sais que c'est terrible, là, ici. Là. En gros, la finance et la transition, cette double transition. Je vais être un peu abrupt et sans nuance, parce que je n'ai que 2 minutes. Dans les premières phases, la finance a joué un rôle très secondaire dans le financement de la transition. C'est les États qui ont financé l'essentiel. Hein. Il suffit de regarder comment on a financé le renouvelable par des prix garantis, par des subventions, comment est-ce qu'on finance l'efficacité énergétique. Lorsque l'Allemagne sort du charbon, ce n'est pas la Deutsche Bank qui fait sortir l'Allemagne du charbon, c'est 80 milliards d'euros hein, d'engagement public, si vous voulez. Bon. Donc jusqu'à présent, la finance a peu contribué
au financement de cette transition, même si à ces marges, il y a eu quand même des initiatives intéressantes et innovantes. Pour une large part, on a mis des labels verts à des choses qu'on ferait de toute façon, mais qui ne rajoutent pas de flux de financement. Quand on fait des green bonds, des climate bonds, on labellise vert des choses qu'on ferait de toute façon. Donc à mes yeux, ça ne rajoute pas de financement. Je pense que la finance est assez mal préparée, comme l'ensemble des acteurs de l'économie, pour financer le désinvestissement. Et donc j'espère que, à travers la multiplication de ces travaux, de ces tables rondes, c'est en cours de changement et que ça va changer dans le futur. Merci de m'avoir donné le privilège d'introduire cette table ronde. Merci Christian. Bon, ça commence assez fort. Philippe Brassac, alors, dans ce contexte, quelles mesures peut prendre le monde de la finance et notamment la banque? Quelles mesures avez-vous prises au Crédit Agricole, avec éventuellement quelles difficultés? On a retenu notamment du discours de Christian qu'il faut financer plus de vert mais aussi moins de gris, que l'agriculture est un vrai sujet qui pour l'instant est un gros émetteur, mais qui pourrait aussi contribuer en tout cas la gestion des sols pourrait contribuer à faire des puits de carbone plus efficaces. Et puis un sujet qui me semble important dans ce qui a été mentionné par Christian, c'est comment vous faites pour prendre en compte le hors-bilan qu'il a mentionné, parce que c'est quand même un peu difficile pour une banque, j'imagine. Alors d'abord, je pense qu'il faut attester du fait que la finance a un rôle crucial dans cette transformation. Mais on va tout de suite dire ce qui est difficile dans cette discussion, c'est que jusqu'à présent, à tort ou à raison, mais c'était un fait, la finance était chargée de financer l'économie telle qu'elle est. Verte ou marron, bleue, peu importe, telle qu'elle est. On n'a jamais demandé à la finance, sur les dizaines d'années précédentes, au fond de son propre chef, de sélectionner ce qui est bien ou ce qui est mal. Et manifestement, aujourd'hui, il faut le faire. C'est-à-dire que l'urgence climatique est telle qu'on ne peut plus se contenter en tant que financier de dire on fait le job. L'économie, elle est telle qu'elle est, on finance du carbone s'il y a beaucoup de carbone, on finance de l'éolien s'il y a de l'éolien. Bon. Donc la question, c'est comment nous allons prendre beaucoup plus nos responsabilités d'influenceurs de la transformation. Alors, poser la question pour le Crédit Agricole, c'est la seule banque dont j'ai les responsabilités. Je dirais trois choses très simples. En fait, on a déjà fait beaucoup. Ça ne suffira pas du tout. Et il y a une ou deux difficultés structurelles qu'il faut qu'on aborde et qu'on traite collectivement. Alors, on a fait beaucoup. Je le dis parce que c'est important de ne pas être dans la naïveté de ce que la finance pourrait faire. Le Crédit Agricole, par exemple, il y a une dizaine d'années, a lancé, et nous sommes devenus les leaders mondiaux des green bonds. Personne n'en parlait, dans l'indifférence générale. Les green bonds, ce sont ces obligations qui tracent la destination environnementale des financements mis en œuvre. Je souligne au passage que les deux leaders mondiaux en volume des green bonds, je me permets de le dire, c'est en concurrence, c'est BNP Paribas et Crédit Agricole. Nous sommes 5 fois, 10 fois plus petits que certaines banques américaines ou chinoises, mais nous sommes quand même les leaders mondiaux des green bonds. Crédit Agricole, la COP 21, qui a été un moment très important, a été la première banque, je ne pense pas me tromper en le disant, la première banque au monde à annoncer sa sortie du charbon. Et enfin, si je veux lister tout ce qui serait positif, nous sommes aujourd'hui le plus gros financeur en France des énergies renouvelables, éoliennes ou solaires, avec 35% de part de marché. Je m'arrête sur cette liste de ce que nous faisons du mieux possible, mais qui ne suffit pas du tout. Alors pourquoi je dis que ça ne suffit pas du tout? Parce que cette liste-là, on le voit bien, entre guillemets, c'est en plus. Ce n'est pas non significatif, mais c'est en plus, et ce n'est pas à la place. C'est-à-dire que nous avons une compréhension, les entreprises de façon générale, que la responsabilité sociétale et environnementale, c'est en aval, c'est en plus, après les business as usual. Si je veux caricaturer de façon très vive, c'est comme si je disais, bon, écoutez, on pollue la planète par des financements, mais à la fin, je vais replanter des arbres. On a quand même une forme aujourd'hui de RSE qui est une responsabilité rajoutée, pour le moins réelle, mais le vrai shift, la vraie transformation, c'est qu'il faut que ce soit une responsabilité intégrée et que nous trouvions les voies et les chemins pour que les business, il faut parler de choses concrètes, les nouveaux business économiques soient responsables.
sociétalement et environnementalement parlant. Et donc ça consiste pour nous à cette bascule très difficile pour que sur tous nos marchés, les particuliers, les professionnels, les entreprises, dans toutes les offres, pour l'épargne ou le crédit, auprès de tout client et à tout moment, en fait, nous soyons des influenceurs de la transformation, au-delà du concours de beauté qui consiste à faire des annonces spectaculaires sur certains points. Donc je pense que la vraie difficulté aujourd'hui, le vrai chiffre, ce qu'il faut attendre, ce n'est pas l'échelle de perroquet sur qui ira le plus ou le moins sur tel ou tel sujet, mais c'est comment on transforme pour que les dirigeants considèrent que les nouveaux business, ils sont un peu dangereux parce qu'ils ne sont pas encore établis, soient ceux qui ont des impacts positifs sur la société et l'environnement. Alors, je voulais juste terminer cette réponse-là en disant qu'il y a quand même une difficulté économique qu'il faut qu'on partage parce que c'est responsable de la partager ensemble. Cette révolution sociétale, parce que c'est bien une révolution sociétale de décarboner la planète et l'économie, il faut les solutions technologiques, il faut les modèles économiques, il faut les changements de comportement. Elle est urgentissime, mais elle n'est pas spontanée. Elle n'est pas spontanée, contrairement à l'environnement du carbone, dont aucun politique n'a décidé de le mettre en place il y a un siècle. Il y a des gens qui ont trouvé un moteur à explosion, qui ont utilisé le pétrole. Derrière, on a vu la demande répondre à l'offre. Pendant des décennies, ça s'est développé. Ça a trouvé son chemin économique. Là, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que si nous voulions, je ne prends qu'un exemple, remplacer l'économie, la société du carbone par celle de l'hydrogène, il faut le faire, mais à marche forcée, à marche contrainte. Sans respecter, on n'a pas le temps, les cycles technologiques habituellement nécessaires, parce que les technologies d'aujourd'hui sont très vite obsolètes par rapport à ce qu'on aura dans 3 mois, 6 mois, 5 ans ou 10 ans, et puis sans avoir le temps de trouver tous les business models qui fassent que oui, à la fin, il faut quand même que les entreprises et les banques aussi qui prêtent l'argent de nos épargnants et des modèles équilibrés. Et donc la grande difficulté, c'est que nous devons, et je dis bien nous devons, ce n'est pas une reculade de ma part, nous devons aller à marche forcée sur une révolution qui est vraiment consensuelle au point de vue de la conscience d'urgence, mais qui n'est pas économiquement spontanée. Et donc, il faut qu'on contraigne des choses, pas que du côté de la finance, du côté des règles du jeu, du côté des comportements, pour que nous puissions faire en quelques années ce qui sinon prendrait peut-être des décennies, comme l'industrie du carbone l'a pris dans le siècle précédent. Donc voilà ce que je voulais répondre à votre question. Alors merci pour cette première réponse. 2 ou 3 petits rebonds par rapport à ce que vous venez de dire. Vous avez parlé des risques, des nouveaux business, mais est-ce que certains vieux business ne sont pas tout aussi risqués et sous le coup du risque de transition, précisément? Est-ce que d'ailleurs, ça n'est pas une des raisons pour lesquelles le secteur financier, vous en particulier, sortez petit à petit du secteur du charbon, par exemple? Oui, mais là encore, j'avais une réunion de travail hier soir assez tardive et assez longue pour participer, parce qu'on ne peut pas ne pas y participer à ce que j'appelle quand même ce concours d'annonces qu'il y a toutes les COP, et la COP 26 à Glasgow sera un moment d'annonce. Et dans les annonces, c'est nécessaire, c'est un peu les arbres qui cachent ou qui valorisent la forêt, il faut faire des annonces un peu spectaculaires, qui d'ailleurs ne disent en rien comment tous les jours, nous on a 25 millions de clients, on a des centaines de milliers de contacts régulièrement, donc ce n'est pas les annonces sur le pétrole qui seront suffisantes pour transformer dans l'épargne des ménages, dans les investissements des professionnels, dans les contrats d'assurance, ce qui, au fond, fait migrer vers cela. Mais on est dans ces annonces qui, pour autant, sont quand même nécessaires parce qu'elles ne sont pas que symboliques. On distingue, je pense, 3 choses. Il y aura les annonces sur lesquelles je pense que beaucoup d'acteurs de la finance vont prendre des arrêts, des interdictions. Je veux dire que ça sera probablement la cible, c'est toutes les énergies conventionnelles les plus sales, les plus polluantes. L'acier, vous avez dit? Non, je pensais notamment à tout ce qui est pétrole ou gaz de schiste, tout ce qui est bitumineux, tout ce qui est peut-être en Arctique, enfin, des choses qui sont un petit peu la queue la plus polluante de l'énergie actuelle en tant que telle. Ensuite, il y a le cœur aujourd'hui de notre économie, largement à base de pétrole et de gaz. Raisonnablement, je pourrais dire, je sors, Crédit Agricole peut ne plus financer ni Total, ni bon.
Mais on sait très bien que... C'est pas ça que vous avez choisi de faire, vous avez choisi de les accompagner, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer Oui, comment? alors, on va oui, mais quand même, c'est-à-dire que la question se pose, parce que nous sommes poussés par des ratios qui peut-être nous pousseraient à verdir nos bilans, mais pas l'économie. Si je laisse au fond les pétroliers aux autres banques, je vais vite améliorer mon bilan, mais je ne vais pas améliorer. Donc il faut choisir effectivement les entreprises, et notamment y compris de l'énergie, qui, selon nous, il faut prendre nos responsabilités, ont réellement un plan de transition, plus ou moins ambitieux, mais réellement un plan de transition. Et puis il faut que de l'autre côté, on finance le plus activement possible ce qui est vraiment vert, entre guillemets, les énergies renouvelables, avec toutes les ambiguïtés. Je voudrais pointer du doigt ce qui, à mon avis, est une faute, c'est qu'on sait qu'en allant trop vite, on investit sur des choses qui sont obsolètes rapidement. Je ne trouve pas normal que l'État soit revenu sur sa parole ceux qui ont investi sur les champs photovoltaïques il y a quelques années. En remettant en cause les tarifs d'achat. En disant maintenant les tarifs sont excessifs parce que la technologie n'est pas valable, ce qui est vrai. Mais alors, pour le coup, on va pouvoir accélérer. Si vous donnez pas la première fois qu'ils le font, ils l'ont déjà fait sur l'éolien offshore. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est que pour la finance et pour les banques, on a au fond cette palette-là. Il faut sortir de façon contraignante en disant ça, on ne le fait plus. Voilà, tant pis, la planète n'en a pas vraiment besoin. Sur les énergéticiens classiques, juger vraiment de la façon de les accompagner vers leur transition. Et je pense que l'immense majorité vont le faire, ne serait-ce que de façon contrainte, mais aussi avec sincérité. Et puis, il ne faut pas qu'on laisse des financements verts en jachère. Et je dois dire, ce que je disais à Mme la ministre tout à l'heure, c'est que pour le coup, quand même, je ne pense pas aujourd'hui qu'il y ait vraiment de grands projets verts qui ne soient pas financés. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas assez, fondamentalement. Donc voilà comment on essaie de se comporter par rapport à ce spectre global d'activités. Le problème surtout, et c'est tout à votre honneur de l'avoir dit vous-même, c'est que ça n'est pas à la place d'eux, mais en plus pour l'instant qu'on finance. Absolument, c'est une responsabilité qu'on rajoute, dont on se pare parfois en se comparant, mais qui ne transforme pas l'intérieur du business model. Et le plus grand défi, c'est quand même celui-là pour les dirigeants que nous sommes. Alors, Madame la Ministre, justement, comment réagissez-vous aux propos de M. Brassac? Mais écoutez, je pense que ce sont des propos qui sont assez justes, qui sonnent justes. Alors, je pense, comme lui, que le rôle de la finance est absolument central, ça c'est clair, parce qu'on ne peut pas faire sans et on ne peut pas faire contre. Donc c'est quand même très difficile. Et qu'il faut se rendre compte quand même à quelle hauteur on a mis les ambitions au niveau communautaire. Les ambitions au niveau communautaire, je le rappelle, c'est réduire de 55% nos émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990, ce qui veut dire faire en 8 ans, puisqu'on est presque en 2022, faire en 8 ans environ, Christian, 3 à 4 fois plus que ce qu'on a fait en 30 ans. C'est de cet ordre-là. Donc, comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que l'on rend ça possible pour les États, pour les entreprises et pour les citoyens? Et ce n'est possible qu'effectivement, qu'à la condition qu'il y ait les financements qui soient mis en place pour les uns et pour les autres, avec je dirais, des obligations qui se renforcent considérablement. Et je pense que vous avez été attentif au jugement qui a été rendu à La Haye concernant la société Shell il y a quelques mois. En un mot, alors vous allez me dire quel est le rapport, mais vous allez le voir tout de suite. La société Shell a été condamnée par le tribunal de première instance de La Haye à réduire de 45% ses émissions de gaz à effet de serre, maison mère et les 1100 filiales d'ici 2030. C'est énorme. Bon, c'est évidemment frappé d'appel, hein. Nous ne sommes qu'en première instance. C'est énorme, et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que cette obligation qui s'impose donc de manière universelle à la société Shell, puisque c'est la maison mère et les 1100 filiales, s'applique également aux clients. C'est-à-dire que ce qui est concerné dans cette obligation, c'est à la fois ce qu'émet Shell pour faire son activité normale, ce qu'émettent, c'est Scope 1, ce qu'émettent les partenaires. Corinne, peut-être il faudrait rappeler Scope 1.
Oui. brièvement. Scope 1, c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'est-ce que vous émettez pour faire votre activité. Le deuxième niveau, c'est qu'est-ce que vous émettez indirectement en faisant travailler un certain nombre d'acteurs pour faire votre activité, ce qu'on appelle Scope 2. Et Scope 3, c'est tous les autres. C'est-à-dire qu'on dit à Shell, vous avez la responsabilité stratégique de modifier votre business model de telle sorte que vos clients réduisent de 45% leurs émissions de gaz à effet de serre. Alors pourquoi est-ce que je parle de cela? Parce que c'est une vision des choses qui est totalement révolutionnaire sur le plan juridique, soyons tout à fait clairs, mais qui pourrait bien faire des petits, comme la justice climatique a fait des petits au niveau des États, puisqu'aujourd'hui, il y a 1800 procès dans le monde, et il ne se passe pas un mois sans qu'une décision, entre guillemets, révolutionnaire ne soit rendue dans un État du monde. Ce qui veut dire qu'il y a là, en germe, une autre manière de concevoir le business model, et que si, effectivement, on commence à avoir des décisions de justice qui imposent à des entreprises, et un jour, pourquoi pas à des banques, c'est pour ça que je pense à cela, à des entreprises, en tout cas, de faire en sorte qu'elles-mêmes atteignent l'objectif, non seulement en ce qui concerne leurs propres émissions, mais en ce qui concerne toute leur sphère d'influence, on a en germe quelque chose qui est totalement différent. Alors, ça peut paraître du droit fiction, ce que je suis en train de raconter, ça ne l'est pas tout à fait, pour la raison que je viens d'indiquer, mais cela montre bien qu'il y a, au-delà de ce qui se passe à Glasgow, au-delà d'un certain nombre de cercles de réflexion, des transformations extrêmement profondes qui sont liées précisément à cette urgence. Ce qui veut dire que toutes les évolutions attendues au niveau communautaire, et je reviens à cela, liées à la comitologie et à la taxonomie, le décret qui a été pris concernant les nouvelles règles de l'autorité des marchés financiers, dont on va peut-être nous parler dans un instant, en ce qui concerne toute l'évolution de la comptabilité. Tout cela peut conduire, peut aider, me semble-t-il, à sortir des modèles classiques où on fait du greenwashing, quoi, pour parler clair, où on n'ajoute pas grand-chose à ce qu'on aurait fait de toute façon, de manière à entrer dans une vision qui est complètement différente. J'ajouterai à cela que je pense que la prise en compte du risque financier des actifs menacés est quand même quelque chose d'extrêmement important. La première fois où j'ai lu ça, mais je suis moins spécialiste que vous de ces sujets, même si je les suis, c'était dans un rapport de l'ONU, de l'économie du climat, des spécialistes de l'économie du climat de l'ONU, il y a 2 ou 3 ans, où ils évaluaient le risque financier lié à la perte d'actifs dans le secteur, disons, gazier, pétrolier, charbonnier, large, à plusieurs fois ce qu'avait représenté la crise de 2008, ce qui était à l'origine de la crise de 2008. Donc là aussi, je pense qu'il peut y avoir une accélération dans le désinvestissement auquel Christian faisait allusion tout à l'heure et qui est très important, tout simplement pour des motifs financiers très classiques. C'est-à-dire que le risque devient trop grand pour pouvoir continuer à soutenir ce type d'investissement. Donc je pense aussi que tout ce que l'on peut utiliser, qui est classique dans les méthodes de raisonnement, mais qui est appliqué à la transformation que nous avons à faire, peut être utile. L'assurance est un domaine extrêmement important. Il n'y a pas d'assureur à cette table. Mais l'assurance, c'est absolument fondamental. On y viendra. Oui, il y a un assureur est assureur aussi, c'est vrai. Voilà. Un peu, alors, c'est des propos qui sont peut-être un peu iconoclastes par rapport à ce qui a été dit à cette tribune, mais c'est pour dire qu'on est dans une phase de transformation tellement profonde que finalement, j'allais dire, tous les corps de métier s'y mettent. Tous les gens réfléchissent dans leur sphère ce qu'ils peuvent faire pour contribuer à cette transformation-là. Et dans cette conception-là, la finance, elle est à la fois en avant et en arrière. C'est-à-dire qu'il faudra aussi qu'elle réponde à ce que le reste de la société va lui demander. Merci beaucoup, Corinne Lepage. Alors précisément, je vais donner la parole enfin à Monsieur Hoffel. Peut-être nous rappeler en quelques mots le rôle de l'AMF et, enfin, d'une façon générale,
et en l'occurrence, plus précisément, quels sont vos moyens d'action pour infléchir inciter les acteurs économiques à infléchir leur trajectoire, voire accélérer leur transition. On va évoquer le rôle de l'AMF au long du discours, mais pas en faire une introduction. Le défi est immense et on est mal parti. Le rapport de l'Agence internationale de l'énergie que vous évoquiez ce matin dit avec ce qui est sur la table aujourd'hui, on est parti pour 2,6 degrés. Si on veut rectifier la tendance, 2,6 degrés, c'est donc beaucoup plus que ce qu'on envisage. Hein. Et on sait qu'à la marge, entre 2 degrés et 2,6 degrés, ça change tout. Il faut 4 trillions d'investissements par an pour rectifier, 4 trillions, 70% privé, 30% public. Donc le défi est... Alors qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'autorité de marché ? On a un rôle modeste, mais notre principal objectif, c'est de dire il faut que les informations qui sont fournies tout au long de la chaîne soient pertinentes, normalisées, vérifiées, et ça permettra d'assurer une bonne allocation des financements, parce qu'elles se feront sur cette base-là, et ça évitera le greenwashing qui est une tragédie absolue, parce que ça dévoie complètement et ça décrédibilise l'ensemble de l'affaire. Donc c'est ce à quoi on s'attache. On part dans toute la chaîne. La chaîne, ça commence dès l'entreprise. Et l'entreprise, donc on sait que c'est un process qui est un petit peu long de faire émerger quels sont les... Je me limite au carbone, hein, parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'autres dimensions, mais quelle est l'information pertinente, normalisée, qui doit être donnée ? On part avec... en France et en Europe, on a un acquis. Mais cet acquis, il faut l'améliorer de façon considérable. Et en Europe, il y a un projet sur la table en Europe qui s'appelle CSRD, qui a été mis sur la table par la Commission pour justement normaliser ces informations, et en particulier sur le carbone. Et on est très avancé. Déjà, alors que le texte n'est même pas adopté, on travaille déjà très sérieusement sur les détails de sa mise en œuvre avec un organisme européen qui s'appelle l'EFRAG, qui a déjà mis sur la table le mois dernier un prototype de ce qui serait demandé aux entreprises. Qu'est-ce qui est demandé aux entreprises, et pour ce qui nous concerne aux grandes entreprises et celles qui sont cotées, eh bien, c'est de dire quelle est votre situation d'aujourd'hui, quel est votre objectif et comment vous allez y aller. Comment vous allez y aller, et là, il faut bien distinguer, et je crois que c'est utile de bien distinguer, qu'est-ce que vous allez réduire sur vos émissions, qu'est-ce que vous allez éviter comme augmentation des émissions dans les gens qui sont dans votre ligne de travail, et qu'est-ce que vous allez faire dans votre ligne d'activité en termes de puits de carbone, ce que vous évoquiez tout à l'heure. Ça, c'est dans votre ligne de business. Et par ailleurs, qu'est-ce que vous pouvez faire en dehors de votre ligne de business pour améliorer les puits de carbone aussi, parce que vous pouvez en dehors de votre activité. Et ça couvre les scopes 1 et 2, ça c'est très clair, mais évidemment le scope 3 qui est le plus décisif. Ceci va être, c'est la base, parce que si l'information de base n'est pas bonne, les investisseurs derrière, ils n'ont pas la bonne information. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est de dire qu'il y a une industrie financière qui, à partir des informations collectées auprès des entreprises et des besoins de financement qui apparaissent, propose des produits financiers. Ces produits financiers doivent eux aussi donner la bonne information. Et on est allé presque encore plus vite de ce côté-là, puisque là, les textes existent déjà, ils sont déjà votés. Et dès juillet 2022, par exemple, le scope 1 et 2 en carbone, on devra l'indiquer sur les produits financiers. Et en 1er janvier 2023,
introduire le scope 3. Et donc, ça, pour nous, c'est le cœur. Il faut que l'information soit fiable, pertinente, de qualité et vérifiée. Et vérifiée, c'est un peu notre travail. Sur les désinvestissements, j'ai un mot, parce que c'est aussi un des soucis, parce que le désinvestissement, souvent, il peut faire partir de la trajectoire, à l'évidence, mais il a aussi une exigence immédiate qui est de dire, vous avez des actifs financiers à votre bilan. Est-ce qu'ils valent vraiment la valeur qui est indiquée à votre bilan? C'est ce qu'on appelle les impairment tests, en disant, attendez, ces actifs, ils n'ont pas une durée de vie telle que vous l'imaginiez. S'il y a plus le niveau de la mer monte un tout petit peu, il y a beaucoup d'usines, d'actifs financiers. Donc ça, c'est aussi un souci de voir que les états financiers qui sont fournis aujourd'hui, intègrent bien cette dimension, parce que c'est trop facile autrement, et ça peut aider à l'évolution qui est souhaitable. Je m'arrête là. J'avais une question, j'aurais peut-être dû commencer par là. Vous, AMF, ça fait longtemps que vous vous préoccupez du climat en tant que tel, enfin dans votre activité que vous venez de nous décrire, ou est-ce que c'est quand même quelque chose qui a pris de l'importance ces dernières années? Longtemps, je ne sais pas ce que longtemps... depuis quand alors? Je vais donner juste un exemple. L'an passé, en début d'année dernière, nous avons indiqué à l'industrie de la gestion d'actifs que désormais, tous les produits financiers, les fonds qui seraient proposés à une clientèle de détail, pas des institutionnels qui ont la capacité de faire des analyses propres, mais la clientèle de détail, s'ils voulaient mettre les caractéristiques ESG, et là ça va au-delà du carbone, mais ESG, en tête de gondole pour attirer, social, gouvernance, il fallait d'abord venir nous voir, on allait vérifier que les engagements qui étaient pris par le fonds étaient significatifs et effectivement engageants, et qu'on ne pouvait pas commercialiser en France des produits financiers auprès de la clientèle de détail en s'affichant ESG sans qu'il y ait une vraie réalité derrière. Alors une vraie réalité, il peut y avoir plusieurs là, mais donc limiter le problème de greenwashing. Mais on a fait ça en début d'année dernière, donc c'est complètement opérationnel maintenant, hein, c'est-à-dire que même les anciens fonds doivent être mis, mais ça n'a de sens qu'en approche européenne. On est dans un marché unique, il y a des passeports, donc il faut que ça soit généralisé. De même que les normes que j'évoquais tout à l'heure, j'ai évoqué l'Europe, les FRAG, on a un corpus qui se met en œuvre, on souhaiterait que ça soit un corpus mondial. Ça ne sera pas le cas. On essaye aujourd'hui d'avoir quand même une base qui soit commune au niveau mondial, sur lequel certains feront plus, et l'Europe fera beaucoup plus, d'autres peut-être se limiteront à ça, mais c'est un début, et qui est au moins un début de langage commun quand on parle de ces éléments-là, et quand on parle du carbone, parce que c'est quand même le sujet peut-être le plus urgent, parce que là, maintenant, on n'a plus le temps. Oui, je crois que c'est sûr, c'est le sujet le plus urgent. Christian, je crois que vous vouliez dire un mot sur le rôle du régulateur et le fait que justement le régulateur se positionne sur ces sujets. Bon, moi, je vais réagir à ce que j'ai entendu, si vous le voulez bien. La question du rythme est absolument essentielle, hein, vous l'avez tous dit. Hein, je pense que c'est pas pour rien que j'écris un bouquin qui s'appelle Le tic-tac de l'horloge climatique. Hein, bon. Et cette question du rythme, elle renvoie à la question du type d'accélérateur dont on a besoin. Et là, je pense que sous l'angle économique, il y a quand même des accélérateurs qui sont incontournables. Je reviens à ce que vous avez dit sur l'information, et je trouve que c'est très important. Moi, je considère que sur l'information, il y a une information qui est beaucoup plus complète et facile à reconstituer sur tout ce qui est le CO2 lié à l'énergie. Là, on sait calculer, on sait mesurer. On ne le fait pas, hein, puisqu'il n'y a pas de comptabilité carbone, en fait, mais on sait le faire. Bon. Et je pense que sur tout ce qui est le CO2 énergétique, si on veut être dans les temps, il ne suffit pas de compter correctement le CO2
avec évidemment le scope 3. Je dis au passage que pour la très grande majorité des entreprises, l'essentiel des émissions est dans le scope 3 et pas dans le scope 1, puisque le scope 1 est concentré sur un nombre très limité d'entreprises qui sont en gros les gros émetteurs qui sont déjà régulés par ailleurs. Bon. Mais si on va aller plus loin et plus vite, je pense qu'il faut, un, correctement compter le CO2 et deux, lui mettre un prix, lui mettre un coût. Parce que là, du coup, les business models deviennent le corps du business model, pas uniquement, en plus, c'est dans le cœur. Donc ça, je crois que cette question de la tarification carbone, même si c'est devenu en France une espèce de tabou, hein, puisque personne n'ose reprendre la question de la taxe carbone officiellement, je crois que c'est majeur. Et ce qui se passe au niveau européen est de ce point de vue-là très important, hein, puisque dans tout le Fit for 55, je rappelle qu'il y a quand même 4 règlements sur les 13 hein, qui concernent très directement la réforme du système des quotas. Et ce point est d'autant plus important qu'à Glasgow, j'entends bien que les déclarations d'intention sont importantes, mais ce qui me paraît le plus important, c'est quand même les engagements que peuvent prendre les États ou pas. Moi, j'attends surtout de Glasgow que les États prennent des engagements sur l'extension de la tarification carbone. Et je pense que l'Europe a vraiment là un rôle important à jouer. Car si on ne le joue pas, c'est les Chinois qui seront leaders de la tarification carbone dans 5 ans, si vous voulez. Ça fait aucun doute. Le deuxième volet que je voulais dire, c'est que sur l'information, toute la partie qui concerne les puits de carbone, vous l'avez rappelé, mais aussi le méthane et le protoxyde d'azote, tout ce qui concerne l'agriculture, ce que j'appelle le carbone vivant par rapport au carbone fossile, là, l'information est beaucoup plus complexe. Et elle est beaucoup plus complexe parce qu'on touche au vivant. Le carbone fossile, il a été vivant il y a des centaines de millions d'années, mais bon, ça se manie assez bien. Comptabiliser les émissions liées à la déforestation, ça, on n'a pas encore la métrique. Et je pense que pour les établissements financiers, pour les régulateurs, comme pour tous les acteurs de l'économie, c'est un enjeu majeur, ce composante vivant de la transition. La transition bas carbone n'est pas qu'une transition énergétique, c'est 70% du problème. L'immense majorité du reste, c'est lié à la façon dont on va traiter le vivant. Et si on n'avance pas aussi sur cette deuxième jambe, on risque d'aboutir à des choses très dangereuses. Pourquoi ? Parce qu'au nom des 70% de CO2 énergétique, on risque d'accroître la pression sur le milieu naturel et de détruire les puits de carbone. C'est un peu le problème des biocarburants de première génération. Donc ça, ce volet est important. Dernier point, je vais quand même répondre à la question que tu m'as posée sur l'entrée des régulateurs, hein, si vous voulez. Bon, bien évidemment, l'entrée des régulateurs est fondamentale. Bien évidemment. C'est pas la somme des bonnes volontés des banques, et je le dis sans aucune agressivité à l'égard du représentant du groupe Crédit Agricole. Bien évidemment, l'entrée du régulateur est absolument majeure, à condition qu'il prenne les bons outils. Et je pense que le premier outil dont il va devoir s'emparer, c'est bien l'introduction du prix du carbone, parce que quelle est l'ampleur des actifs échoués, hein, des actifs ça va dépendre tout simplement du niveau du prix du CO2 que vous allez mettre. Et aujourd'hui, compte tenu de l'urgence, il ne faut pas mettre un prix du CO2 à 20. Il faut probablement mettre un prix du CO2 plus proche de 80, voire de 100. Là, vous avez une vision complètement différente du rythme auquel il faut se détacher des actifs. Dernier point, si j'ai encore une demi-minute. Bien sûr. N'ayons pas ce débat uniquement entre Européens. L'avenir du CO2, du climat se joue, évidemment, tout le monde est responsable, mais si vous regardez le moindre chiffre, vous voyez bien que c'est la question de la transition en Asie qui est absolument majeure. Et donc je crois qu'il faut veiller beaucoup à cette capacité qu'on peut avoir, qu'on n'aura pas de diffusion vers le monde émergent et le monde asiatique, c'est très important. Et j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit, monsieur Brassac, hein, sur le fait que ça peut être une solution de facilité hein, pour un organisme financier de se désengager, mais tout simplement de refiler les actifs gris à d'autres, si vous voulez. Donc là, on a un vrai problème de régulation internationale. Ce qui était la même chose pour certains énergéticiens qui ont voulu aussi verdir leur bilan
en se débarrassant de certaines, certains actifs. Sur les énergéticiens, si tu me permets de rebondir, je ne sais pas si c'est une question ou pas. Oui. Alors, sur les énergéticiens, la situation est quand même très différente parce que les gros énergéticiens sont mondiaux. Donc, parlons Total Énergie, par exemple, qui est un cas de figure assez intéressant. On voit bien, et moi j'avais invité Pouyanné il y a 3 ans à notre assemblée annuelle de la chaire. On voit bien que Total Énergie est en train d'opérer une bascule, mais pour l'instant, il continue à investir à la fois dans le gris et dans le décarboné. Bon, j'ai bien entendu ce que vous avez dit, c'est que si on arrête tout de suite tout le gris, on ne peut plus faire tourner l'économie. Hein. Bon, donc, mais est-ce qu'on est au bon rythme, non? Et là, la responsabilité est plus directe pour l'entrepreneur, parce que lui, il a déjà des actifs un peu partout. Et je pense que ce que vous avez dit sur le rythme un attendu de Glasgow, qui serait important, c'est de limiter le champ d'élargir le champ de ce qui est interdit. On a, grosso modo, on a à peu près interdit le charbon, chez nous, pas en Asie. Est-ce qu'il faut interdire le offshore profond, le gaz dans l'Arctique? Ça, c'est une vraie question. Le gaz dans l'Arctique, on va dire le cercle arctique, enfin, on va dire... Oui, non, mais vous avez raison, c'est un enjeu majeur, parce qu'il y en a beaucoup, du gaz, il y en a beaucoup, si vous voulez. Bon. Donc ça, c'est vraiment des questions qui font mal. Elles font mal parce que c'est bien des questions non seulement d'arrêter de désinvestir, mais aussi d'échouer les actifs, de désinvestir. Merci Christian. Je voulais juste dire tout à l'heure que le retour de la taxe carbone en France, avec les prix de l'énergie qui s'envolent en ce moment, je pense que ça va être très compliqué dans les mois qui viennent. Exclu. Mais ce n'est pas parce qu'une chose est compliquée qu'il ne faut pas la poser. Je ne dis pas le contraire, mais je rappellerai juste un point factuel. Je l'ai fait ce matin avec mes étudiants. J'espère qu'ils sont venus ici. Normalement, ils vont venir. Ce matin, j'ai présenté... Vous êtes là, bien. Vous me soutenez. Bon, alors, j'ai présenté ce matin un graphique sur l'introduction de la taxe carbone en France. En 2013, j'étais à la manœuvre, puisque je présidais le comité pour la fiscalité écologique. Le prix du baril de pétrole était pas loin de $120. 120 $. Et on a rentré la taxe carbone avec un prix du baril de $120. Donc, c'est une question taboue parce qu'on l'a rendue tabou politiquement. Je tiens à le dire quand même. Mais ce n'est pas parce qu'un chemin est compliqué qu'il ne faut pas poser les bonnes questions. Parce que de toute façon, le climat, lui, l'horloge climatique continue à tourner. Ce qui compte, c'est bien les tonnes de CO2 qui agissent. Donc, cessons peut-être de faire l'autruche. Alors, Monsieur Brassac, je vois que l'heure tourne, il nous reste à peine 10 minutes. Qu'est-ce que vous inspire les commentaires divers et variés? Et vous, peut-être, allons tout droit aux freins, vous les avez déjà évoqués tout à l'heure. Quelles mesures? Alors, je vous ai vu opiner du chef à l'évocation de la taxe carbone, enfin d'une tarification en tout cas du carbone, mais quelles mesures pour vous permettraient d'aller beaucoup plus vite dans la transition? Je pense que tout ce qui est important a été évoqué, je vais le reprendre rapidement, entre le risque et la transparence d'information et puis le marché du carbone. Mais ça me permet de réagir très vite et dans mon expérience de dirigeant. Vous vous disiez un instant, on a interdit le charbon, etc. Non. Et c'est la plus grosse des surprises de ma part. Je ne vais pas polémiquer là-dessus, mais on a beaucoup demandé à ce que la finance finance plus le charbon. Pourquoi ce n'est pas interdit? Voilà. On nous demande de nous engager sur l'article. Pourquoi il n'est pas interdit que les banques françaises, que l'État français demande aux banques françaises interdisent le financement en Arctique, que l'Union européenne interdise aux banques européennes le financement en Arctique et qu'elles prennent des mesures contre les banques américaines ou chinoises sur notre territoire si elles ne respectent pas cela. Je voulais juste pointer, je ne veux pas trop être polémique là-dessus, mais que la finance est très ciblée, on va assumer. C'est quand même très surprenant que les pouvoirs publics ne prennent pas des interdictions là où elles nous demandent absolument de reculer. Donc je vais fermer la parenthèse là-dessus parce qu'il n'est pas interdit de financer le charbon, il n'est pas interdit de financer un Arctique à cet instant et à mon avis dans les années qui viennent toujours. Je veux juste réagir pour donner un peu d'espoir à ce qui est en train de se passer parce que les interventions, je pense, tapent juste. Madame Lepage disait un instant, il faut que la finance intègre dans l'analyse des risques
le risque des contreparties, parce que si les contreparties, si les actifs ne s'adaptent pas, ils vont dégager à un moment donné, donc c'est un risque pour la finance. C'est réellement ce qui est en train de se faire, peut-être pas assez vite, peut-être pas avec les bonnes méthodes, mais je prends le groupe Crédit Agricole, dans notre banque des très grandes entreprises, on en a quand même plusieurs milliers, on les note toutes, ces entreprises-là, sur une note de transition énergétique et environnementale, de telle sorte que nous ne ferons plus d'affaires avec ceux qui ont une très mauvaise note, et le dialogue lui-même est assez vertueux. Et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, on constate quand même du coup qu'il y a quand même très peu de grandes entreprises qui ne sont pas conscientes de l'urgence de la transformation. Sur l'information à donner, notamment en asset management, vous savez, les SICAV, les fonds communs de placement, notre filiale qui est Amundi, qui est le premier asset manager non américain au monde, on a décidé, c'est fait, que tous les fonds actifs, ceux qu'on gère vraiment, il y en a pour 400 milliards de dollars, soient tous notés ESG, c'est-à-dire RSE, avec un objectif d'amélioration de cela. Donc le mouvement est réellement en cours. Et puis sur le marché du carbone, pour le coup, je reviens à ce que le professeur disait, c'est pas très mature, mais je pense qu'on en a absolument besoin. C'est-à-dire que si on veut réellement retrouver finalement des business models où on fait des calculs assez classiques sur qui pourra rembourser, dans quelles conditions, il faut que le prix du carbone soit réellement intégré. Je voudrais juste conclure pour dire que ce mouvement-là, il est dans l'urgence, il est stressant, peut-être qu'on ne va pas être à la hauteur de nos responsabilités, mais il va quand même dans le bon sens. Et je pense que ce qui est en train de se dessiner, c'est que les régulateurs, de façon générale, au-delà de ce qu'ils demandent classiquement à la finance, c'est-à-dire de maîtriser les risques au sens de on a fait des crédits, on n'est pas remboursé, donc on met en danger la banque et les épargnants, je pense qu'ils vont rajouter un deuxième volet plus général que le climat, qui est au fond la mesure, la maîtrise des impacts. Et pas que climat, environnementaux de façon générale, sociétaux, parce que je pense que le pour tous doit être évoqué. Il ne s'agit pas que la transformation environnementale ou climatique soit l'affaire d'élite. Il ne faut pas que ça laisse des pour compte dans ce genre de mouvement. Et en fait, une régulation, une réglementation difficile à mettre en œuvre, mais qui est celle des impacts, c'est-à-dire que vous devez rendre compte de vos externalités, comme on dit de façon savante, positive ou négative. Je pense que c'est ce vers quoi on va, et au moins ça donnera un trend normal pour que l'économie et les impacts positifs ne soient pas orthogonaux, mais au contraire alignés. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Hoffel, est-ce que le régulateur va mettre en place ce genre d'exigence d'information concernant les impacts? Je vous demanderai d'être bref, je suis désolée, on est contraint par le temps. Il vient d'être évoqué... beaucoup de choses. Le charbon n'est pas interdit, le gaz non conventionnel n'est pas interdit. Néanmoins, les institutions financières, au sens large, que ce soit les banques, les assureurs, les asset managers, ont pris des engagements qui sont variables selon leur cible d'activité. Toutes les banques ne travaillent pas sur les mêmes continents, avec les mêmes types de clients. Donc, en France, le système financier a pris des engagements. Et notre rôle, et je le mentionne, c'est aussi de vérifier avec l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour les banques et les assureurs, mais pour nous, pour la gestion d'actifs, on fait collectivement, chaque année maintenant, depuis l'an passé, on fait une revue de la manière dont d'abord, quels sont ces engagements et est-ce que vous êtes à la hauteur des engagements que vous avez pris. Et je le mentionne parce qu'on va publier dans quelques semaines maintenant notre deuxième rapport sur le sujet, et il couvre le charbon, parce que là, mais également le pétrole et le gaz, et en particulier le gaz non conventionnel. Et je crois que là, il y a quelque chose d'important, parce que si on veut assurer un peu de confiance dans la manière dont le système progresse, il faut qu'il y ait ce type de contrôle, entre guillemets, des préconisations qui en sont tirées du bilan que nous faisons. Donc on a ça dans les semaines qui viennent. Très bien. Alors, il y a des questions qui arrivent en rafale maintenant, mais je voulais donner la parole à Christine Lepage pour conclure cette table ronde. Je vous lis quand même les questions. Alors,
comment faire, c'est une question pour vous, Monsieur Brassac, apparemment vous n'avez pas convaincu tout le monde, comment faire pour que l'État contraigne la finance alors qu'elle fait un lobbying intense pour que ça ne soit pas le cas? Une question, bon, je l'ai depuis longtemps, mais franchement, il aurait fallu faire une autre table ronde, enfin une suivante. Faut-il renoncer à la croissance pour un succès de la transition écologique? Bon, c'est un vaste sujet. Et l'école de Chicago, référence en matière d'économie libérale et jeunesse des politiques favorables à la mondialisation dans les années 80, a-t-elle elle-même adapté sa doctrine à l'urgence climatique? Bon, je suis désolée, mais on ne va pas pouvoir répondre, enfin, sauf si, Corinne, vous voulez répondre à toutes ces questions d'un coup d'un seul, mais ce n'est pas à vous qu'elles sont posées particulièrement. Il nous reste 2 minutes. Alors, je donne tout de suite les consignes pour la suite des opérations. Il y a donc une deuxième session qui va suivre dans 2 minutes et on va juste changer le panel. Il n'y aura pas d'interruption, il n'y aura pas de pause entre les 2 sessions sur le climat et la transition écologique. Corinne, à vous le mot de la fin. Deux petites réflexions. Sur l'obligation de lier, M. Brassac l'a dit, mais ça me paraît fondamental, les questions climatiques, de biodiversité, de santé, tout ça ne fait qu'un tout. Il faut que l'épisode Covid soit compris comme s'inscrivant, même si c'est quelque chose de différent, dans ces défis planétaires que nous avons à gérer. Donc il faut toujours penser climat, biodiversité, santé, parce que si on ne peut plus, et c'est tout l'objet du reste de la taxonomie, s'occuper d'un sujet et être négatif pour les autres, c'est plus possible. Donc ça, c'est quelque chose qui me paraît tout à fait essentiel. Deuxièmement, je pense qu'il faut être très vigilant sur les questions de puits de carbone, parce que comme on est quand même beaucoup moins avancé qu'on ne l'est sur les autres sujets, il n'est pas impossible qu'il y ait quelques opérations de greenwashing sur des tonnes de carbone qui seraient évitées, qui sont nullement évitées naturellement. Donc l'Europe commence à mettre son nez là-dedans tout simplement parce que nos obligations sont des obligations nettes, et ce qui nous permet donc, nous, Français et les autres, de déduire ce que nous avons capturé, sauf que si ce qu'on a capturé, on ne l'a pas capturé, ça ne le fera pas, comme dirait l'autre. Donc je pense qu'il y a une attention toute particulière qui doit être mise sur les méthodologies et le contrôle des puits de carbone, sinon ça va être du grand n'importe quoi. Et voilà. Et le dernier point, c'est que tout ceci ne peut être fait qu'avec nos concitoyens. Donc trouver les moyens de réduire les inégalités, de faire de la justice sociale en assurant la transition, c'est fondamental, sinon la transition ne se fera pas. Merci beaucoup, merci à tous et merci à vous de nous avoir suivis.